Le département de psychanalyse a pris l'initiative, dans le cadre de l'école doctorale à laquelle se rattache notre formation, d'organiser des journées d'études sur des thèmes qui permettent de croiser la psychanalyse à l'occasion avec d'autres disciplines, en tout cas avec des questionnements qui sont plus larges que les seuls questionnements d'un cours de psychanalyse traditionnel. La journée d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre. Elle a été organisée par Clotilde Leguil, qui dans quelques instants va présenter la dite journée. Pour moi, c'est l'occasion, dans quelques instants, de la déclarer ouverte, mais aussi de vous dire qu'à partir de cette année 2017, une nouvelle directrice du département et de l'ensemble de nos activités, de nos formations va entrer en fonction, Sophie Marais-Malval, qui va donc me remplacer comme directeur, mais aussi responsable de toute une série d'autres instances liées à la psychanalyse à l'université, puisque je dois quitter le département à la fin de cette année universitaire. Et c'est donc Sophie qui me remplacera. Je ne veux pas dire que je ne reviendrai pas ponctuellement sur les lieux qui ne sont pas ceux du crime, mais donc ceux de la psychanalyse, puisque j'y suis quand même depuis un bon paquet d'années. Je crois que je suis le plus ancien enseignant de l'université en poste quasiment, alors non pas depuis sa création, bien que je sois arrivé ici au moment de l'ouverture de la fac, mais comme étudiant. Donc en fait, j'ai fait, la fac a ouvert en janvier 1969, j'ai fait donc toutes ces années de Vincennes à Saint-Denis, d'abord en philosophie, puis en psychanalyse. Et donc, Sophie, qui est dans le département depuis un certain nombre d'années elle aussi, me remplacera à partir, grosso modo, des mois qui seront ceux du deuxième semestre, et puis définitivement à partir de l'été 2017. Cette journée, donc, je reviens à elle, organisée par Clotilde Leguil, va permettre à un certain nombre de nos collègues, mais aussi de collègues et d'enseignants-chercheurs, de personnalités extérieures à l'université de prendre la parole. Il y aura un temps aussi pour les questions, même si ça s'inscrit dans le cadre de l'école doctorale. Comme vous l'avez remarqué, c'est une journée ouverte à tous les étudiants du département, y compris ceux de ce secteur qu'on appelle les enseignements fondamentaux. C'est la conception du département. Vous avez certainement eu l'occasion de remarquer que le département reste un département particulièrement ouvert, même si un certain nombre de formations supposent des connaissances à l'occasion précise pour s'y inscrire. Je déclare donc cette journée sur identité et trauma ouverte. C'est Sophie Marais-Malval qui en fera la conclusion, et je passe tout de suite la parole à Clotilde Leguil. Merci Gérard Miller. Je voulais remercier Sophie Marais et Gérard Miller de m'avoir confié l'organisation de cette journée, et remercier aussi le comité scientifique avec qui j'ai travaillé, donc Carolina Koretsky, Damien Guyonnet, Déborah Guterman-Jacquet et France Jégu, donc qui m'ont aidé pour rendre cette journée possible et vivante. Alors, je vais faire une petite introduction sur le thème de cette journée, identité et trauma, une introduction que j'ai intitulée « Du nu au jeu, le symptôme et l'identité en psychanalyse ». Dans un court essai qui vient de paraître, un essai qui s'intitule « Il n'y a pas d'identité culturelle », le philosophe François Julien affirme, je le cite, que la revendication identitaire est l'expression du refoulé produit par l'uniformisation du monde. Donc,
la globalisation, défaisant les frontières et les particularismes, aurait pour effet retour de produire du repli identitaire, de l'aspiration au local, face au risque de disparition des trajectoires singulières dans l'univers mondialisé. Cette perspective est bien illustrée par exemple par un récent documentaire que vous avez peut-être vu de Mélanie Laurent et Cyril Dion qui s'intitule Demain, qui a d'ailleurs été projeté lors des rassemblements de Nuit debout, place de la République. Et donc ce film montre comment, à travers des initiatives locales, les individus peuvent répondre et résister à ce qui leur revient de la mondialisation comme logique déshumanisante. En un mot, plus les contours de notre monde s'étirent pour tenter de nous faire penser qu'il y a un nous global, plus les frontières d'un monde plus proche s'écrivent sur la carte de notre Umwelt quotidien, nous introduisant à un autre nous, un nous concret, un nous local, qui ressurgirait, donc si l'on en croit François Julien, comme le retour du refoulé. Cette question de l'identité du nous est aussi celle que pose un autre philosophe dans un essai qui vient de paraître, Tristan Garcia, dans un essai qui s'intitule tout simplement « Nous ». Et il rend compte des différents cercles qui peuvent être tracés pour représenter le lieu depuis l'individu du XXIe siècle, plus ou moins désorientés ou déboussolés, ne peuvent prendre la parole et revendiquer de nouveaux droits que depuis un nous commun qui renvoie à une identité politique locale déjouant les lois du global. Alors comment la psychanalyse, puisque c'est une journée d'études psychanalytiques, aborde-t-elle pour sa part la question de l'identité? Comment se situe-t-elle en son époque du point de vue de l'identité, alors que le nous humain universel se voit en effet aujourd'hui traversé par de multiples autres nous plus particuliers? L'identité, telle qu'on peut la définir dans l'expérience de l'analyse, est-elle un idéal? Est-elle une norme? Est-elle un mode de communion possible avec l'autre, ou l'espoir d'un mode de communion possible avec l'autre? Est-elle de l'ordre d'un nous qui produirait des sous-groupes au sein de l'espèce humaine, si bien ce que Lacan appelait des effets de ségrégation? Ni idéal à atteindre, ni norme à laquelle il faudrait se conformer, ni nous dans lequel il s'agirait de se reconnaître contre les autres nous, l'identité en psychanalyse s'aborde à partir du jeu. Ce jeu n'est pas l'individu, ce n'est pas l'être moyen et normal qui résulte des calculs de la statistique, ce n'est pas non plus l'individu qui s'identifie à une communauté d'appartenance hostile à d'autres. Enfin, ce n'est pas non plus le moi du narcissisme, issu de la certitude prise dans le sentiment de soi qui plonge ses racines dans l'imaginaire. Ce jeu, auquel se réfère la psychanalyse, c'est le jeu de la parole et du langage, le jeu qui, en parlant, fait une place à l'énonciation, le jeu de la parole détachée de tout effort de maîtrise qui fait émerger l'inconscient. À partir de ce jeu, la perspective de l'inconscient introduit une lumière tout autre sur l'identité. En psychanalyse, l'identité n'est pas de l'ordre d'un rapport de soi à soi, ni de l'ordre d'un rapport de soi à un groupe. L'identité peut être conçue comme un rapport singulier à l'existence via notre symptôme. L'identité a affaire avec donc ce qui excède toute norme et témoigne de notre foncière inadaptation aux normes de l'autre. Jacques-Alain Miller affirme ainsi à propos du symptôme qu'il n'est rien d'autre que l'identité la plus assurée de quelqu'un. Le symptôme, en tant que manifestation d'une souffrance, fait obstacle à toute transparence dans le rapport à soi. Il est un signe qui fait tache dans l'existence et qui mérite d'être déchiffré.
ce qui permet de parler de cette identité symptôme énigmatique, c'est à la fois le fait de reconnaître le symptôme comme ce qui dérange et de lui accorder une valeur de vérité sur l'être. Le symptôme, en même temps qu'il est une identité, est ce qui vient brouiller le rapport du sujet à son être. Le symptôme ne se formule pas en psychanalyse à travers un « nous les femmes, nous les hommes, nous les jeunes, nous les vieux, nous les croyants, nous les athées, nous les angoissés, nous les victimes, nous les exclus ». Il se formule depuis un jeu renvoyé à sa propre opacité, un jeu qui est un autre et échappe au sens commun. De quelle trajectoire alors s'agit-il dans une psychanalyse relativement à la question de l'identité et du trauma? Premièrement, pour que la psychanalyse soit possible, il faut qu'il y ait un désir de savoir du côté de celui qui se plaint de son symptôme, et cela suppose donc un écart possible entre le symptôme et l'être. Celui qui croit savoir qui il est, au point d'en avoir la certitude, ne pourra interroger par la parole son identité symptomatique. Je cite Jacques-Alain Miller qui dit que dans le discours du maître, quand le sujet y est installé, quand un sujet y est entièrement capté, il y a une soudure de l'identification. Jacques Lacan, en 1946, définissait la folie comme un risque, je le cite, qui se mesure à l'attrait même des identifications où l'homme engage sa vérité et son être. C'est dire que pour lui, il y a de la folie dans le fait de croire trop fermement à son identité. Il appelait cela l'infatuation, pour mettre au compte du narcissisme la croyance assurée en sa propre identité. Le moment de virage, disait-il à propos de la psychose, est donné par l'immédiateté de l'identification et, pour dire le mot, par l'infatuation du sujet. Donc, la psychanalyse n'est pas un identitarisme, puisqu'elle contribue à défaire les identifications trop puissantes, qui sont aussi bien le noyau des passions de celui qui se sent méconnu par l'autre, jusqu'à se croire victime élue de l'autre. Ce possible détachement donc à l'égard des identifications trop puissantes est aussi une façon d'échapper au discours du maître. Le point de départ d'une trajectoire analytique est donc cet écart entre l'identité et l'être, dont le concept d'identification rend compte. S'identifier, c'est en effet être impliqué subjectivement dans ce qu'on croit être, quand bien même cette implication est insondable à notre propre raison. Pour qu'il y ait parcours analytique, il faut donc que le point d'interrogation soit possible. Il faut que se pose à un certain endroit la question « Qui suis-je ? Qui est-je » Deuxièmement, cette question ne peut se poser que si le sujet vient à faire l'expérience d'une répétition traumatique qui recouvre d'un brouillard épais le sens de son existence. Saint-Augustin le formulait élégamment suite à la perte d'un ami qui le laisse inconsolable. Il écrit dans les Confessions « J'étais devenu moi-même, pour moi-même, une immense question ». Le symptôme s'articule au traumatisme qui a laissé sa signature sur l'être, ayant conduit à faire l'expérience de la détresse. Il se manifeste donc par la répétition qui est, selon Lacan, répétition de la rencontre manquée avec le réel. Il est vrai que le traumatisme peut se présenter comme une expérience collective, mais son inscription sur la chair de chacun se fera toujours au singulier. S'il peut y avoir un nous de la rencontre avec un réel traumatique, c'est néanmoins du jeu dont il sera question dans la parole analytique. Michael Cimino, dans son chef-d'œuvre sur la guerre du Vietnam en 1978, a su le montrer. Le voyage au bout de l'enfer se poursuit après coup dans la solitude du symptôme.
Christopher Walken, qui joue Nick, a survécu, vous vous souvenez sans doute de cette scène, au jeu de la roulette russe imposée par ses geôliers, mais la rencontre avec l'effroi le laissera à jamais fixé à cette scène dans les tripots de Saïgon, où il ne cessera de remettre sa vie en jeu, comme en une accélération infernale de la commémoration du trauma. Le traumatisme préside ainsi à ce qui peut s'inscrire en chacun comme l'enfer du symptôme. Comme l'énonce Lacan, le trauma, en tant qu'il a une action refoulante, intervient après coup, nachträglich. Désormais, ce ne sera plus quelque chose du sujet. Le sujet ne le parlera plus. Néanmoins, ça restera là, quelque part, parlé. Ce sera le premier noyau du symptôme. Fin de citation. C'est donc ce qui reste là, parlé quelque part dans le sujet, qui se fait reconnaître via le symptôme. Troisièmement, et pour finir cette introduction, la psychanalyse conduit à affronter ces traces qui restent inscrites dans le corps libidinal comme des traces dont le sujet choisit de parler. Mais si les traces sont d'ordre signifiante, en ce qu'elles peuvent s'interpréter et vouloir dire quelque chose, le noyau traumatique renvoie à ce qui ne pourra ni être remémoré, ni être symbolisé. Il est alors question d'identité en un sens nouveau en psychanalyse, soit au sens de ce qui se répète à l'identique. L'identité est alors de l'ordre de ce qui reste là et ne se laisse pas déchiffrer pour autant. Il s'agit donc, dans l'expérience de l'analyse, de pouvoir nommer ce qui est impossible à historiser et restera à jamais comme séparé du reste. Cette marque traumatique que la psychanalyse permet de cerner est celle qui introduit le sujet à une autre perte que la perte d'identité initiale. Si les traces peuvent finir par s'effacer, il est possible de tracer toujours d'autres traces qui feront oublier les précédentes et conduiront à retrouver par la parole ce qui a été perdu. En revanche, la marque du trauma, elle, ne s'effacera jamais et ce qui a été perdu ne sera jamais retrouvé. Cette marque est de l'ordre d'un inassimilable pour le sujet, au sens où le reste traumatique ne sera jamais métabolisé par le langage. Il s'agit d'une perte de jouissance qui ne pourra être récupérée. Lacan disait ainsi que la marque introduit dans la jouissance la flétrissure d'où résulte la perte. Le jeu, donc, advient en se détachant irrémédiablement de tout nous, assumant ce qui fait de lui un être marqué de façon singulière par sa rencontre avec le monde de l'autre. Ce jeu-là se définit non pas depuis une certitude identitaire, ni non plus depuis le sentiment d'être enfin normal et comme tout le monde, mais à partir de la façon dont chacun peut assumer une assomption de la perte. Finalement, c'est la façon dont nous assumons chacun notre perte qui fait que nous ne ressemblons à personne d'autre et qui nous rend donc à notre singularité. Je vous remercie. Et donc, j'appelle tout de suite à la tribune pour la première table Fabienne Hulac, qui sera présidente de table, Guy Briol, qui intervient, et Carolina Koretsky. Il y a eu un petit changement dans le programme, puisque François Ansermet interviendra cet après-midi, et nous aurons une seconde table avec Richard Etchman, qui interviendra ce matin. Voilà.